Nous allons tellement être à contre-courant pendant cette séance que nous allons nous retrouver pionniers, je dirais même plutôt pionnières, puisque nos trois invités sont trois femmes universitaires. Nous allons en effet parler multilatéralisme, régulation, droit du travail et des travailleurs. Alors que nos temps tumultueux semblent rouler vers le pire, nous évoquerons les bonnes résolutions prises après que le pire est advenu. En effet, à la suite des deux guerres mondiales du XXe siècle, il y a eu un ressaisissement juridique et moral au vu de l'effondrement constaté. Plus question de traiter les hommes comme des bêtes et même comme des choses. D'où la création, après 1914-1918, de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, à partir d'une constatation qui cherchait à devenir un axiome, pas de paix durable sans justice sociale. Et en mai 1944, alors que la barbarie nazie n'était pas encore terrassée, la déclaration de Philadelphie, adoptée par l'OIT, anticipait la refondation nécessaire en vue d'atteindre une dignité de tous les humains fondée sur les droits économiques et sociaux. Le travail n'est pas une marchandise, affirmait d'emblée la déclaration de Philadelphie, qui ajoutait notamment, donnant un second souffle à la nouvelle donne, au New Deal du président Roosevelt, la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Notre monde, encore dominé par les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, se situe aujourd'hui aux antipodes régressifs d'une telle déclaration. Nous avons donc voulu comprendre à quoi nous tournions le dos à nos risques et périls. Nous allons faire retour sur l'OIT en cette année du centenaire de sa création, et ce, avec notre partenaire habituel, le CHS, Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains, qui a réuni dans notre studio de Mediapart deux historiennes, Adeline Blaszkiewicz et Isabelle Lespinay-Moret, et une politiste, Maric Louis. Commençons d'emblée, grâce à vous, Adeline Blaszkiewicz, par un homme, Albert Thomas, une date, le 11 avril 1919, une organisation, l'OIT, et un but universel, un traitement décent des travailleurs, condition d'une paix durable. Je résume très rapidement Albert Thomas, 1878-1932, fils du boulanger de Champigny-sur-Marne, cacique de la République, premier à Normale Sup, premier à l'agrégation d'histoire, socialiste jaurétien, devenu cheville ouvrière du gouvernement d'Union nationale pendant la Grande Guerre et adepte, sans lui faire trop injure rétrospectif, d'une sorte de « en même temps », production d'armement à outrance et en même temps souci de la condition ouvrière. C'était quasiment ça, Albert Thomas ? Alors, je ne sais pas s'il aurait souscrit au « en même temps », mais en tout cas, on va peut-être revenir sur la date, donc le 11 avril 1919 que vous avez évoqué. C'est le moment où on est en pleine conférence de la paix qui se tient à Paris après la Première Guerre mondiale, donc de janvier 1919 à janvier 1920. Et en avril 1919, la session plénière de la conférence de la paix adopte le projet de constitution de ce qui sera donc l'Organisation internationale du travail, qui va se placer dans la partie 13 du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Donc une date, donc le 11 avril, et le traité de Versailles du 28 juin 1919. Ensuite, une organisation, comme vous dites, donc l'Organisation internationale du travail, dont le but, effectivement, est d'établir la paix par la justice sociale. Donc une organisation qui se fixe en fait deux buts, un but politique, la paix, un but social, la justice sociale, et ces buts sont intrinsèquement liés, en fait, dans le projet de l'Organisation internationale. Ensuite, donc un homme, effectivement, Albert Thomas, dont vous avez brossé le portrait biographique. Effectivement, donc lui, il va être élu lors de la première conférence internationale du travail à Washington en 1919, le directeur du Bureau international du travail. Donc, on va peut-être faire la distinction tout de suite entre ce qu'est le Bureau international du travail et l'organisation.
Le Bureau international du travail, dont Thomas est le directeur jusqu'à sa mort en 1932, c'est le secrétariat permanent de l'OIT. Et justement, lui, il va contribuer à en faire le bras armé de l'institution. Et l'organisation internationale, elle réunit le BIT, mais aussi le conseil d'administration, qui détermine la politique de l'institution, et la conférence, bien sûr, internationale du travail, qui réunit les partenaires tripartites. C'est l'autre aspect très important, mais sur lequel on va revenir ensuite. Le BIT, le siège d'abord à Londres, mais très vite, il migre à Genève. Absolument. À côté donc du siège de la Société des Nations, qui elle aussi est la création du traité de Versailles de 1919. Et très vite, nous y reviendrons peut-être, les États, et notamment la France, issue de la Chambre Bleu Horizon, la France réactionnaire, veulent essayer de limiter les compétences de cette organisation. Il y a des passes d'armes, touchez pas à l'agriculture. Si les droits des travailleurs journaliers et agricoles, nous pouvons nous en occuper. Donc très vite, il y a eu une sorte de rapport de force. Absolument, il y a un rapport de force dans la mesure où les États, au sortir de la Première Guerre mondiale, de toute façon veulent rester souverains et donc veulent tout de même contrôler cette législation internationale qui provient de l'organisation internationale. La France, notamment, qui aurait pu être le bon élève de l'organisation, n'est en fait pas vraiment le bon élève de l'organisation. Et c'est notamment la France qui va vouloir réduire les compétences de l'OIT, et notamment sur le cas des travailleurs. Le but de l'OIT, c'est d'être universelle, mais pour qu'elle soit universelle, il faut qu'elle s'adresse au plus possible de catégories d'emploi. Et c'est toute l'œuvre, en fait, que va chercher à mettre en place l'OIT, mais aussi le BIT avec son directeur Thomas, qui est très dynamique et qui contribue vraiment à ça, dès les années 20 et les années 30, et également par la suite. Isabelle Espinet-Moret, revenons peut-être, parce que je suis parti de ce carnage, de cette boucherie, on connaît tous les mots concernant la prétendue Grande Guerre, mais cet aspect universel dont on parlait à l'instant était né à la fin du siècle précédent. Il y a eu une espèce de fourmillement associatif amenant vers ce qui sera l'OIT, non ? En effet, l'OIT est a pris très largement ses racines dans cette nébuleuse réformatrice, pour reprendre le titre du livre dirigé par Topalov, de gens qui sont des réformateurs sociaux dans la plupart des pays européens et qui souhaitent faire intervenir l'État pour réguler le marché et notamment le marché du travail. Ces réformateurs sociaux ont d'ailleurs formé une association internationale pour la protection légale du travail en 1900 lors de l'exposition universelle, et on retrouve dans cette association des universitaires, des politiques, des hauts fonctionnaires comme Arthur Fontaine, comme Alexandre Millerand, et c'est surtout un cénacle européen en fait, et ce cénacle parvient en 1904 et en 1906 à organiser des conventions internationales pour limiter le travail des femmes de nuit, par exemple, ou interdire le phosphore blanc dans le travail des allumetières. Ces premières conventions vont servir de matrice, d'ailleurs, lors de la conférence de Washington en 1919, et les conventions concernant les femmes sont reprises sur le modèle de ces conventions de la IPLT. Donc il y a vraiment une source universaliste, internationaliste de ces réformateurs sociaux, et on peut dire que la réforme sociale est mûre finalement à la veille de la guerre de 14, et que c'est le contexte de l'après-guerre qui permet d'accélérer finalement les choses. Justement, on a tendance à se dire, même si Albert Thomas était sans doute un franc-maçon, qu'il y a quelque chose de presque catholique, il faut rédimer cette espèce d'horreur. Qu'est-ce que nous avons fait là après 14-18 ? Mais vous nous montrez qu'en définitive, tout ça était en germe. Absolument. Et ça, c'est assez important à noter, parce que généralement, germe, on présente les choses d'une façon un peu binaire. La boucherie et puis l'aide-soignant. Non, c'était en germe. Simplement, ce qui tombe, ce sont les opposants.
C'est-à-dire que les tenants d'un libéralisme à tout crin reculent en 1919. Pourquoi ? Parce que à la fois il y a la dette sociale de la guerre, hein, tous ces hommes qui ont été tués, qui ont été invalides, etc. Il y a la révolution russe. La révolution spartakiste, enfin bon, il y a un contexte révolutionnaire finalement qui effraie les libéraux et ils se disent que c'est peut-être le moment de lâcher du lest. Et si les opposants reculent, ils sont toujours représentés, si j'ose dire. Et j'aimerais que nous parlions de ce tripartisme avec vous, Marie-Chloé, dans la mesure où il y a les gouvernements, les représentants des employeurs, les représentants des travailleurs, où il s'agit de quoi ? De tout à la fois lutter, négocier, coopérer. Et la question qui se pose, eh bien, c'est celle qui a donné le titre de votre thèse publiée chez Dalloz. Qu'est-ce qu'une bonne représentation ? Donc, est-ce que le tripartisme est une bonne représentation ? Le tripartisme, c'est une représentation qui est déjà dans un premier temps jugée comme la plus efficace par rapport aux objectifs qu'on souhaite atteindre. L'idée, c'est que y a deux récits dans la présence finalement des employeurs, puisque c'est ça le fond de la question. Est-ce que ce sont les fossoyeurs de l'OIT et de la justice sociale, ou est-ce que ce sont quand même des acteurs dont on a besoin si on veut arriver à des normes qui aient des résultats? Enfin, il y a un peu cette opposition qui est permanente encore jusqu'à aujourd'hui au sein de l'OIT. Les employeurs, ils étaient prévus dans le projet britannique aussi, qui a été très important dans la création de l'OIT. Ils sont là parce que on estime qu'on peut pas avoir des normes du travail efficaces si ceux qui sont les principaux concernés, les travailleurs évidemment, mais aussi les employeurs, ne sont pas présents à la table des négociations. Ça, c'est un petit peu l'impératif fonctionnel qui préside à ce choix du tripartisme. Après, évidemment, ça pose question, puisque est-ce que finalement le caractère mesuré, nuancé, limité de ces normes n'est pas dû au fait qu'on a mis justement dans la négociation ceux qui avaient intérêt justement à les limiter un maximum. Et ça, c'est quelque chose qui est une problématique récurrente. Et en même temps, une fois qu'on regarde un petit peu le contenu de ces négociations et qu'on va jusqu'à aujourd'hui, le tripartisme n'a jamais été fondamentalement remis en cause. Et il est même soutenu aussi par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous observez des négociations, que ce soit dans les archives ou que ce soit encore aujourd'hui, c'est assez frappant de voir que le tripartisme, c'est un mode de négociation des normes internationales du travail, mais c'est aussi un esprit de loyauté vis-à-vis de cette institution. C'est une espèce, vous parliez tout à l'heure de catholicisme. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu quasiment sacré, quasiment religieux. Il y a un culte du tripartisme au sein de cette institution, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une croyance dans le dialogue social, dans la possibilité de négocier, de faire des compromis, et que de ce compromis sortira quelque chose de plus efficace et aussi potentiellement plus démocratique. Donc, forger des normes, sortir des textes, mais il y a aussi bâtir une forme de diplomatie sociale, peut-on dire ? Diplomatie du travail, dit Albert Thomas. Oui, donc diplomatie du travail, c'est vraiment lui qui forge cette pratique politique qui vient d'un impératif. En fait, l'organisation se veut universelle. Pour être universelle, il faut que les normes qu'elle adopte soient ratifiées par les États membres, voire que les États qui ne font pas partie de l'organisation la rejoignent progressivement. Donc l'idée de la diplomatie du travail, c'est l'idée que un texte, si il est adopté sans que les acteurs sur place les relaient, il n'est pas efficace. Et donc Albert Thomas, c'est lui qui inaugure cette diplomatie du travail. Il se déplace sans cesse. En fait, il est finalement très rarement à Genève. Il a voyagé dans 39 pays du monde, donc c'est un grand voyageur, il parcourt le monde entier.
Quand il est sur place, il rencontre les acteurs tripartites, justement. Il va rencontrer les membres du gouvernement, donc les équivalents des ministres du Travail ou les membres de ces administrations, les groupes syndicaux constitués et aussi les groupes d'employeurs. L'idée, c'est d'accélérer les ratifications quand elles n'existent pas ou d'approfondir les réseaux existants. La particularité aussi, c'est qu'il va entreprendre des voyages dans des pays qui ne sont pas encore membres de l'organisation à l'époque. Et il y a 2 pays en particulier qui ne sont pas membres de l'OIT, ce qui brise un peu son projet universel, que sont la Russie communiste à l'époque et les États-Unis, qui intégreront... Voilà, qui ont refusé, après que Wilson ait été très important pour la philosophie qui anime le traité de Versailles, le Sénat ne ratifie pas le traité, donc les États-Unis ne sont pas membres ni de la SDN ni de l'OIT. Les États-Unis et la Russie rejoindront l'OIT en 1934, mais à l'époque de Thomas, ça n'est pas le cas. Et donc lui va contribuer à donc se rendre sur place pour malgré tout constituer des réseaux en fait dans ces pays. Prenons quelques thèmes concrets. Faire face au chômage, accident du travail, santé, c'est votre spécialité, et peut-être aussi tout de même la condition féminine et le travail des femmes. Vous pourriez développer et peut-être ajouter d'autres thèmes? Alors effectivement, dans la partie 13 du traité de Versailles, dans les attentes, donc la partie 13, c'est la partie qui concerne l'OIT, la création de l'OIT, donc qui est rattachée à la SDN. Et je précise aussi qu'il intégrera les perdants de la guerre, contrairement à la SDN. Donc c'est important de savoir que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie seront... Voilà. Clémenceau ne peut pas être vainqueur partout et, voilà. Et là-dessus, on ne dit pas l'Allemagne paiera. Voilà. Donc, et ça fait partie des idées de la paix universelle. Pour la santé au travail, donc, elle fait partie des attendus, dans les droits définis par les attendus du traité de Versailles et de la partie 13, donc. Et c'est la sauvegarde de la santé physique et morale des travailleurs et des travailleuses qui est envisagée. Et pour ce faire, donc, le bureau va être doté d'un service d'hygiène et de sécurité du travail très rapidement. Et c'est Thomas qui met en route ce service en recrutant un médecin italien qui est spécialiste de ces questions et qui fait partie justement de cette nébuleuse réformatrice bien avant la guerre et pendant la guerre. Et ce service, qui est un petit service avec une vingtaine au plus de fonctionnaires, va enquêter sur toutes les questions de maladies professionnelles et aussi de sécurité du travail, c'est-à-dire liées aux accidents du travail. Mais le chantier des maladies professionnelles est encore plus vaste parce que c'est plus difficile de faire reconnaître une maladie professionnelle qu'un accident du travail. Donc, ils vont enquêter sur les maladies liées au mercure, au plomb, les cancers, sur la silicose ensuite, etc. Et ce sont les grands combats de ce service, c'est le saturnisme et la silicose. Qui vraiment structure l'activité pendant les 20 premières années de ce service. Et puis, ce service émet des rapports, et ces rapports servent à la Conférence internationale du travail, qui se réunit, elle, tous les ans. Et la question est de savoir comment les partenaires sociaux vont se saisir de ce savoir. Parce que c'est l'objectif du bureau, c'est de forger un savoir médical et technique à l'usage des délégués. Alors ensuite, selon que l'ordre du jour fixé par le CA, donc le conseil d'administration, qui lui aussi est tripartite, fixe des questions liées à la santé à la conférence s'empare de ces questions. Voilà. Et aboutit normalement, après long débat, avec conseillers techniques, etc., à des conventions qui sont votées aux 2/3 nécessaires des présents. Et donc, il y a parmi ces conventions des années 20 et 30 un certain nombre de conventions qui concernent la santé. Alors, soit la santé des femmes, précisément,
je reviendrai peut-être après sur ce sujet, sur la céruse et donc le saturnisme, sur le port de matériaux lourds, les charges lourdes, et puis les accidents du travail, et puis enfin la silicose. Voilà. Et c'est un combat à chaque fois pour ajouter quelques maladies au tableau des premières conventions. C'est un combat à chaque fois. Je reprends la phrase. Et on a l'impression que ce combat est le combat de Sisyphe. Parce que quand on voit la notion, par exemple, de travail décent, qui figure déjà en 1919, est répétée comme une sorte à la fois de mantra et puis de progrès en 99. Et j'aimerais comprendre avec vous, Marie-Chloé, comment tout ça, qui est très généreux, qui est très humaniste, qui est très jaurésien presque, au sens Madeleine Rébériou, et tout ça n'aboutit pas. Est-ce que la grande faute, c'est le pacte faustien du Fordisme, qui, en gros, fait abandonner aux travailleurs et à leurs syndicats la vie des entreprises en compensation d'augmentation salariale? Vaste question. Vaste question. Si on reprend le travail décent, je pense qu'il faut resituer aussi cette organisation internationale dans son environnement plus général. En fait, une organisation internationale, elle est là pour essayer effectivement déjà de faire travailler. Il y a une lutte en interne entre les membres pour faire advenir un certain nombre de normes. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Mais l'organisation, elle évolue aussi avec toutes les autres organisations qu'il y a autour. Et elle a aussi un enjeu d'affirmation par rapport aux autres. Si on veut comprendre en fait ce que c'est que le travail décent, puisqu'effectivement vous rappelez à juste titre, il est lancé en 99 par Juan Somavia, un premier directeur général du Sud, qui veut essayer d'imprimer un peu son mandat avec. Il est de quelle nationalité? Chili. Il est chilien. L'idée, c'est, alors certes, de redonner un slogan qui va être repris d'ailleurs par la société civile, qui est assez populaire aujourd'hui, mais c'est aussi de repositionner l'OIT par rapport aux autres organisations internationales. En 1919, l'OIT doit se positionner surtout par rapport à la Société des Nations. Elle produit son expertise pour pouvoir aussi avoir quelque chose à dire dans les conférences internationales, pour rappeler aussi que elle doit être entendue aussi sur les questions économiques. En 99, il y a l'ONU, il y a les institutions de Bretton Woods, il y a l'OMC, il y a l'OCDE. On est dans un environnement d'une certaine manière beaucoup plus compétitif, et l'OIT a été quand même un petit peu paralysée pendant la guerre froide, puisque la seule chose qui a orienté son action, c'était la lutte contre le communisme. Et là, elle va se retrouver un petit peu à la traîne de beaucoup d'organisations internationales qui ont investi aussi les questions sociales. Le FMI fait du social, l'OCDE fait du social, l'ONU fait du social, et elle va trouver à travers ce slogan du travail décent une manière en fait de rappeler l'importance de la dimension sociale de la mondialisation, en rappelant quelque chose qui, là, pour le coup, ne se trouve pas trop dans les mandats des autres, la question du travail. Et donc, elle revient à son corps de métier pour dire, écoutez, c'est très bien les programmes de développement, de rappeler qu'il faut mettre un peu de social ça et là, mais nous, on a une expertise quasi centenaire. Quand on parle de travail, on parle de choses très concrètes, on parle de santé, on parle de protection sociale, on parle de conditions de travail, et l'idée, c'est de rappeler qu'il ne faut pas brader, en fait, cet héritage dans de vagues programme de développement. Donc, je ne peux pas répondre véritablement à votre question sur est-ce que finalement c'est pas toujours un constat d'échec. Il faut savoir que l'OIT, elle est dans le rapport de force, elle est marginalisée. Elle est marginalisée parce que le social est marginalisé, comme dans des pays y compris développés, le ministère du Travail comptera toujours moins que le ministère de l'Économie et des Finances. Mais néanmoins, c'est une manière pour elle de rester dans la course de la gouvernance économique et sociale. Mais prenons un exemple, vous parliez presque, non pas tout à fait comme ça, je caricature, mais de marché saturé avec une concurrence effrénée. Autre chose saturée, c'est les journées mondiales de... Mais le 7 octobre dernier, je crois, c'était la journée mondiale du travail décent, justement. Elle est passée inaperçue. Je crois qu'il y a 10 ans,
Donc 10 ans après 99, en 2009, quelques milliers de personnes étaient descendues dans la rue. Aujourd'hui, rien. Et donc, même si le journaliste a tendance un peu trop à regarder le doigt alors que les universitaires observent la Lune, mais néanmoins, il y a comme une panne. Mais parce que le travail décent est partout maintenant. C'est ça aussi la différence, c'est que quand en 99... Il est partout évoqué ou il est partout dans les faits? Il est évoqué partout, mais déjà rien que ça, c'est du point de vue de l'OIT, c'est déjà un succès. C'est-à-dire que maintenant, le travail décent est intégré, on y fait référence au sein du G20, on y fait référence dans les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui les objectifs de développement durable. D'une certaine manière, l'OIT a gagné son combat de la reconnaissance. Alors après, c'est la question évidemment, comme pour toutes les organisations, comme pour tous les programmes, de la mise en œuvre. Mais votre cher Albert Thomas est trop réceptif? Alors, très bonne question. C'est vrai que la situation a quand même beaucoup changé entre 1919 et aujourd'hui, du fait de la concurrence avec d'autres organisations, parce que quand... l'OIT est en concurrence surtout avec la Société des Nations en 1919, mais pour le coup, le combat de la légitimité contre la Société des Nations, l'OIT le gagne très clairement dans les années 20 et dans les années 30, du fait notamment de l'activité de Thomas. Là où je pense il retrouverait le sens de son œuvre, c'est dans le recentrement, en fait, parce que peut-être que l'agenda du travail décent en 99, ça correspond aussi à un recentrement sur des normes dites fondamentales de l'OIT. Parce qu'il y a 190 conventions en fait aujourd'hui à l'OIT, mais il y en a 8 qui sont dites fondamentales. Et là, pour le coup, il y a un consensus quand même dans la gouvernance économique et sociale mondiale sur ces normes qui concernent par exemple l'interdiction du travail des enfants, qui concernent la liberté syndicale. Ça, c'est une grande victoire qui, pour le coup, ne date pas de la période de Thomas, puisque par exemple sur la liberté syndicale, en fait, on n'aboutit pas à une convention dans l'entre-deux-guerres, paradoxalement, alors que la liberté syndicale, c'est ce qui fait que le tripartisme peut être efficace, en réalité. C'est seulement après 1945 qu'on aboutit, et maintenant c'est une norme dite fondamentale, c'est-à-dire que si, oui bien sûr, mais c'est-à-dire que si les États, même si elles n'ont pas ratifié ces conventions fondamentales, des plaintes peuvent être malgré tout portées contre ces États, même s'ils ne les ont pas ratifiées. Donc ça c'est quand même, je pense, essayons d'être positifs, c'est une innovation une innovation juridique, et je pense que là, ça reste quand même dans la lignée des pères fondateurs. Isabelle Espinel. Oui, dans les deux interventions, on a compris que l'OIT se marque son territoire ou marque les esprits de deux façons, soit par la voie conventionnelle, et donc après la ratification, etc. Ça, c'est très visible et c'est très mesurable. Et puis, il y a une autre dimension qui est idéologique, l'éducation, la pédagogie. Et c'est vrai que c'est un terrain sur lequel c'est difficile de mesurer l'effet productif de l'OIT, mais qui est aussi très important finalement. Si je peux aussi rajouter sur la question de l'effet, là encore, je pense qu'il faut revenir à ce que c'est qu'une organisation internationale, c'est-à-dire qu'une organisation, alors là, elle est spécifique parce qu'elle est tripartite, mais elle est composée d'États, c'est une organisation intergouvernementale. Il y a toujours cette idée, alors peut-être qu'il faudrait interroger d'ailleurs, que l'efficacité sera mise en place au niveau national. Donc d'une certaine manière, il est dans l'objectif de l'OIT que ces conventions soient réalisées, mais ensuite, ce sont des organisations qui respectent la souveraineté de leurs États membres. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de remise en question du fait que c'est l'État et les partenaires sociaux les principaux responsables aussi de cette mise en œuvre. Donc l'OIT n'est pas une entité qui serait supranationale qu'on pourrait détacher de ses membres. Ce sont aussi ses membres et ce qu'ils mettent en place qui font ou pas que cette organisation est efficace. Comment l'articulation entre l'OIT et les anciennes démocraties populaires ou les États qui se réclament toujours du communisme a-t-elle ou non fonctionné ? Elle a fonctionné dans le sens où, si on prend par exemple tous les États où justement la liberté syndicale n'était pas reconnue, typiquement aujourd'hui, les employeurs ont intégré
les employeurs de ces anciennes démocraties, de ces démocraties populaires, en faisant le pari qu'il valait mieux désormais les avoir avec eux que contre eux, en essayant un peu de les socialiser en fait à ce tripartisme. Pendant très longtemps, par exemple, le conseil d'administration n'a eu aucun employeur soviétique en son sein. Ça s'est ouvert timidement, parce qu'on fait toujours en sorte quand même que ce soit un noyau dur d'employeurs qui pensent à peu près la même chose, qui soient alignés, qui soient quand même aux commandes. Mais il y a cette ouverture qui est faite du côté des travailleurs aussi. Enfin, le pari, il est que il y a une intégration possible qui va se faire par une socialisation via une intégration dans les enceintes décisionnelles, tout en gardant le contrôle sur les principales fonctions exécutive. Mais aujourd'hui, comment pourrait-on définir d'une façon à la fois juste, mais en même temps en un seul mot, ce n'est pas un club, ce n'est pas un scandale au sens étymologique, l'espèce de petit caillou dans la chaussure. Qu'est-ce que c'est l'OIT ? Pour le citoyen engagé, lambda, comment peut-on regarder cette organisation ? Ce n'est pas une organisation internationale parmi les autres. On a presque l'impression que c'était le discours de Stockholm, de Saint-Jean-de-Perse, qui disait la poésie est la mauvaise conscience de son époque. J'ai presque l'impression que l'OIT est la mauvaise conscience de son époque. Arthur Fontaine, donc président du CA, lui disait que la loi, et puis après l'OIT, doit être la bonne conscience de ceux qui n'en ont pas. Enfin, la conscience de ceux qui n'en ont pas, plus exactement. La conscience de ceux qui n'en ont pas, oui, c'est effectivement... Et... la question, c'est peut-être pas ce que c'est, mais ce qu'est l'OIT, mais plutôt ce qu'on fait de l'OIT. Et je crois que si on repart aussi sur ce que disait Albert Thomas, et ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, en fait, si l'OIT produit, par exemple, une expertise, produit des normes, et si les groupes sociaux constitués, donc les syndicats, etc., ne s'en emparent pas, en fait, effectivement, c'est une coquille vide. Mais si justement ces acteurs s'emparent de ces normes, s'emparent de cette expertise, justement, en fait, on peut s'emparer de l'organisation. Donc c'est ça aussi. L'OIT, c'est une ressource, en fait. Ouais, c'est une ressource juridique, c'est une ressource politique. On parlait encore une fois sur cette présence des employeurs. C'est très difficile, y compris pour des groupes patronaux, de dénoncer des normes que leurs groupements internationaux ont quand même validées, même si c'était largement en deçà de ce qu'auraient souhaité certains gouvernements ou certains syndicats. C'est très difficile de dénoncer quelque chose auquel on a même indirectement pris part. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur politique et cet effet de légitimation qui est produit aussi par l'international. Dénoncer quelque chose qui a nécessité un compromis, pas uniquement entre trois parties, mais entre trois parties fois 187. Donc en s'interrogeant vainement sur l'ontologie, qu'est-ce que l'OIT ? On perd son temps. En revanche, en se disant, il y a là un outil, sachons nous en saisir. Là, on peut. Alors justement, donnons quelques exemples. Alors, les femmes, peut-être. Voilà. On revient sur les femmes. Donc, dans la partie 13 du traité de Versailles, il est précisé que les femmes doivent être considérées comme des travailleuses à part entière, et aussi que l'institution, le bureau, l'administration va devoir recruter aussi des hommes et des femmes à égalité. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe, évidemment, mais assez rapidement quand même, il y a un service du travail des femmes et des enfants. C'est toujours le côté familial qui est accolé aux femmes. Donc un service pour les femmes qui est créé et qui va étudier la position spécifique des femmes dans le travail, du point de vue des conditions de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ce service est finalement le lieu de confluence et d'affrontement finalement entre les différents féminismes qui ont cours à ce moment-là, entre l'influence des féministes du Nord avec l'Open Door qui sont égalitaristes avant tout, et puis les féministes notamment françaises qui sont modérées, au nom de l'universalisme. Voilà.
Voilà. Et l'une de leurs représentantes, Marguerite Thibert, donc a dirigé ce service pendant de longues années, sur laquelle Françoise Thébault a écrit un très beau livre, d'ailleurs. Qui a été une invitée de Présence du passé à propos de cette Marguerite Thibert, morte nonagénaire. Voilà. Et donc, la place des femmes, à la fois est prise en compte par le BIT, mais comme le dit Marguerite Thibert, finalement, le BIT n'applique pas tout à fait dans ses conditions de travail l'égalité exacte entre les hommes et les femmes, puisque les femmes font des carrières beaucoup moins intéressantes et beaucoup plus difficilement que les hommes. Mais, et par exemple, dans la santé au travail, j'ai observé que la question spécifique des femmes était finalement toujours en retrait. Pourquoi ? Parce que les observateurs, les enquêteurs sont des hommes, systématiquement. Et donc, tous les critères sont appliqués au monde masculin. La mission arrive bientôt à sa fin. Je ne saurais trop vous encourager à aller sur le site de l'OIT où les ressources dont vous parlez apparaissent extraordinaires. Je prends juste les lanceurs d'alerte, un document d'octobre 2019 cherche à recenser les lois et les pratiques et à identifier les mesures en place pour protéger les lanceurs d'alerte en analysant un échantillon représentatif de lois, de règlements et d'instruments internationaux. Et donc, ces ressources sont absolument multiples. Ce sont des outils dont les citoyens, et pas seulement les États, devraient, me semble-t-il, se saisir. Je voudrais tout de même terminer... Et gratuite. Et gratuite, terminer un vrai service public international. Exactement. Et pas à la française. Mais oui, terminer sur, sans vous mettre en porte-à-faux, sur le pouvoir actuel. Enfin, j'ai lu dans le livre d'Alain Supiot, qui est le livre du centenaire, Alain Supiot qui a cessé d'être professeur au Collège de France, qui a fait une dernière leçon d'ailleurs absolument magistrale, et il met en cause l'équipe actuelle, enfin, Macron, Philippe, Pénicaud, ils ne sont pas... pour la première fois, ils en veulent. C'est pas la première fois, on a vu que le gouvernement français, en 21, avait fait tout son possible. Mais il y a là quelque chose de régressif. Enfin, on finance moins, on cherche à affaiblir. Est-ce que nous pourrions terminer, sans faire le procès du gouvernement, mais en mettant quelques bémols ? Déjà, peu de présidents de la République ont autant parlé de l'OIT ces derniers temps qu'Emmanuel Macron. On peut y voir là un effet de légitimation dont on parlait tout à l'heure, cette fameuse bonne conscience. C'est vrai que Nicolas Sarkozy aussi en son temps a été finalement peut-être le meilleur avocat à l'international de l'Organisation internationale du travail. Donc ça ne dit absolument rien et ça peut même être jugé tout à fait en contradiction avec ce qui se passe au niveau national. Mais en tout cas, au niveau international, l'OIT a été plus présente parce qu'elle permet aussi justement, le social va permettre de se repositionner aussi. Par rapport aux États-Unis. C'est le discours, mais Alain Supiot dénonce une sorte de sabotage, enfin, derrière cela. Est-ce que la France sabote aujourd'hui l'OIT ? Alors, pour demander à Bernard Thibault, qui est aussi délégué. Elle est bien représentée entre guillemets. Oui. Disons c'est sûr une différence entre le discours d'Emmanuel Macron à Genève, par exemple, pour le centenaire, et puis ses pratiques. Mais quand on regarde du côté du ministère du Travail, par exemple, la direction du travail, ils travaillent vraiment de façon conjointe avec l'OIT parce que il faut mettre absolument toutes les lois en conformité, etc. Et cela dit, ça a été un cas quand même intéressant sur la loi travail précédente aussi, de désaccord, finalement, voilà. La France a été plus moteur à d'autres périodes. Bien, nous terminerons sur cette litote légèrement hésitante. La France a été davantage à la hauteur à d'autres périodes. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Aussi à la cheville intellectuelle de cette émission qu'a été, qu'est et que sera toujours Françoise Blum. Merci et à une prochaine fois.